bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'amandes pour la santé du ventre, de Nutri-Score, on va parler de l'alimentation de 2050 et de faire 10 000 pas par jour. Voilà. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu profiter un petit peu, je sais pas, de la nature, de tout ce que vous aviez à faire et de vous faire plaisir aussi au niveau de la gamelle, c'est important. Moi d'ailleurs, ce week-end, j'ai mangé de la gardiane de taureau, j'ai mangé des faritas et c'est tout. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Et un petit dessert maison, sympa, voilà. Bon, on attaque directement avec le sujet principal qui est Alors, le sujet principal, oui et non, parce que je vais certainement passer plus de temps sur la nutrition de 2050, mais l'idée du Nutri-Score, parce que le Nutri-Score, là, on voit, il est pas mal dans le viseur. Alors, en ce moment, c'est par rapport, en fait, à une pétition qui circule pour enlever le Nutri-Score. Parce que finalement, comme vous le savez, le Nutri-Score est pas forcément toujours très loyal envers les aliments au niveau santé. Et en fait, il y a un article là sur la nutrition.fr de Marie-Céline Rey qui s'appelle Nutri-Score au supermarché à la recherche des preuves d'efficacité. Ils ont essayé de se pencher un petit peu sur l'efficacité réelle du Nutri-Score. Et donc, la première chose que j'ai surlignée, c'est que le Nutri-Score en passe d'être généralisé au niveau européen. Donc, je cite, l'Europe joue déjà un rôle important dans l'étiquetage des aliments dans la mesure où l'une de ces instances, le FSA, fournit des allégations nutritionnelles et de santé pour certains produits alimentaires. Par exemple, ces allégations peuvent indiquer qu'un produit limite le risque de certaines maladies ou bien qu'il est riche en acides gras oméga 3 ou en fibres. Ainsi, le FSA a autorisé une allégation de santé pour le cacao indiquant que les flavonols de cacao aident à préserver l'élasticité des vaisseaux sanguins. Bon. Là où ils commencent à mettre un petit peu à tirer la sonnette d'alarme, c'est par rapport à la véracité finalement de toutes ces approches-là. Donc, autre citation dans l'article, vous pouvez aller voir la version complète dans les notes de l'émission. Donc, le Nutri-Score est examiné avec la même rigueur que les allégations santé. Donc, deux scientifiques, Stephen Peters, docteur en santé et nutrition, et Hans Verhagen, professeur à l'université technique du Danemark, publient dans la revue Foods un article dans lequel ils examinent les preuves scientifiques qui justifieraient l'utilisation du Nutri-Score comme une allégation santé de l'EFSA. L'allégation santé à laquelle le Nutri-Score pourrait prétendre serait du type... Donc, ouvrez les guillemets, le Nutri-Score entraîne une augmentation des achats alimentaires plus sains par les consommateurs. Les auteurs définissent des achats alimentaires plus sains par des améliorations du score FSA-NPS. Alors voilà les questions qu'ils posent quand ils examinent un dossier pour une allégation de santé. Donc la question 1, l'aliment ou constituant est défini ou caractérisé. 2, effet revendiqué et bénéfique pour la santé humaine. Et 3, une relation de cause à effet est établie. Donc à la question 1, le Nutri-Score est-il bien défini et caractérisé ? L'algorithme de Nutri-Score qui se base sur le système FSA-NPS est clair et reproductible. Question 2, les preuves sont suffisantes pour considérer le système bénéfique de la santé. Donc eux, ils disent là, l'effet bénéfique du Nutri-Score sur la santé s'appuie sur l'utilisation du système FSA-NPS. Évalué par ailleurs, les auteurs citent plusieurs arguments trouvés dans la littérature scientifique qui prouvent que les aliments qui ont un score FSA-NPS plus élevé sont nocifs à la santé. Bon, alors là, ce qu'ils vont dire, les points, c'est si on consomme des aliments avec des scores élevés, c'est associé à un risque accru de mortalité par cancer et par maladie cardio-circulatoire, gastro-intestinale et respiratoire. La consommation d'aliments avec un score élevé, quand je dis score élevé, c'est FSA-NPS, est associé à une moins bonne santé bucco-dentaire et également à des symptômes respiratoires asthmatiques plus importants.
Donc pour les auteurs, sur la base des associations trouvées entre Nutri-Score moins bon et un risque accru de mortalité et morbidité, on pourrait conclure que le Nutri-Score est potentiellement bénéfique pour la santé humaine. Alors après, eux, ils rentrent dans un peu plus le vif du sujet avec la question 3. Les preuves scientifiques d'une relation de cause à effet sont contradictoires et limitées. Donc par exemple, lors d'une étude menée dans un restaurant universitaire avec 484 participants, l'utilisation du Nutri-Score a entraîné une plus grande consommation de protéines et de calories et des dépenses plus élevées sur les articles avec un meilleur Nutri-Score uniquement, tandis que l'achat de produits malsains n'a pas diminué. Les clients étaient 10% plus susceptibles d'acheter un article plus sain que les témoins. Les informations sur le système Nutri-Score ont également augmenté les ventes de la cafétéria. Cependant, aucun calcul n'a été effectué sur les effets du Nutri-Score sur le FSA-NPS. D'autres exemples dans le supermarché, blablabla, ils disent « Les auteurs se sont également demandé si l'effet de 2,5% de Nutri-Score machin était cliniquement pertinent. » Donc une note à la généralisation du Nutri-Score en Europe, les auteurs ont conclu que sur la base de l'approche EFSA pour la justification des allégations de santé, il n'y a pas suffisamment de preuves pour soutenir une allégation de santé basée sur le système de Nutri-Score. En fait, ce qu'il faut vous dire, parce que c'est important quand même, c'est qu'on est dans un mode de vie ultra simplificateur, c'est-à-dire que on essaie au maximum de donner des repères simples, clairs et nets pour l'ensemble de la population. Donc l'ensemble de la population étant basé sur ceux qui comprennent le moins les choses. Il faut vous dire une chose comme ça parce que pour que ça soit compris par tout le monde, il faut que ça soit compris par ceux qui comprennent le moins, en gros. Donc c'est toujours voilà. Et du coup, en faisant ça, on se met à créer des systèmes ultra simplistes et on sait que quand c'est trop simpliste et surtout en termes de nutrition, santé, etc., c'est compliqué puisque vous voyez bien qu'en fonction des individus, déjà un homme, une femme, c'est pas la même chose au niveau alimentaire. Les bienfaits de certains produits peuvent être délétères chez les uns et profitables chez les autres. Après, au niveau de l'âge, au niveau des prédispositions, du passif, etc., des gènes. Donc on voit bien que la nutrition, c'est une affaire très individuelle et que c'est pour ça que je répète toujours que le pouvoir, c'est la connaissance pour l'alimentation, pour la bonne forme physique, puisque il faut d'abord savoir qui on est, qu'est-ce qu'on a été, qu'est-ce qu'on a envie de devenir, etc. Donc de bien définir ça et ensuite de s'approcher de ce qui fonctionnerait le mieux au niveau santé, au niveau performance, etc., au niveau de l'alimentation. Et des repères avec des feux rouges, des feux verts, c'est bien peut-être pour certains types d'aliments, mais on a bien vu. Je crois que l'exemple là, il y avait une newsletter qui est tombée où on mettait un mauvais score à une boîte de sardines et un très bon score à des céréales très sucrées avec, vous savez, le petit chien marron là-dessus, qui commence par chaud et qui finit par pique. C'est la problématique, c'est de mettre un Nutri-Score A aux céréales et je crois que c'était un mauvais Nutri-Score, je sais plus. C'était, je veux pas dire de bêtises, mais c'est C, D ou E aux sardines. Il y a quand même une problématique en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça vous paraît absurde et vous allez pas. Je pense que vous regardez même pas le Nutri-Score, pour être honnête. Ceux qui m'écoutent là, enfin vous qui m'écoutez, vous ne regardez même pas le Nutri-Score. J'en suis convaincu parce que vous savez plus ou moins ce qu'il faut acheter. Mais vos collègues de travail ou peut-être même vos enfants ou vos parents qui n'ont pas cette passion que vous avez vous pour la nutrition, eux ils vont regarder ça. Et en fait ils vont se dire, pour mes gosses. Je vais plutôt leur prendre ces céréales-là parce que c'est mieux que de leur prendre, je sais pas, que de leur faire un petit déjeuner salé moi-même. Donc en fait, on est en train de vous dire là, par exemple, que le petit déjeuner traditionnel un peu british, là, vous savez, des œufs, avec des petits haricots blancs, etc., que personne ne mange en France, mais globalement, ce petit déjeuner-là aurait un Nutri-Score défavorable par rapport au bol de céréales. Et c'est là où moi ça me paraît problématique parce que aujourd'hui c'est un débat et peut-être que dans 10-15 ans ça le sera plus et ça sera validé, avéré, comme ça. Et encore une fois, l'alimentation c'est vraiment le terrain où peinent à aller les politiques, quoi. Je sais pas, il y a une résistance. Alors je vais pas faire de complot, mais est-ce que derrière il y a une puissance financière X ou Y, je n'en sais rien. Ou alors est-ce que c'est souvent l'endroit où viennent s'échouer les politiques après avoir fait la politique, justement, vont se mettre dans le privé, dans les industries agroalimentaires, je n'en sais rien non plus, mais
il y a quand même une résistance à s'occuper de problèmes sérieux. Enfin, je sais pas, mais c'est quand même une pratique, donc manger, qui est reproduite en moyenne 3 fois par jour par tous les Français. C'est quand même bizarre qu'on s'y intéresse pas de plus près. Alors j'ai l'impression qu'on s'intéresse beaucoup aux cas de scandale, etc., quand il y a du cheval dans les lasagnes, mais quand il s'agit de vraiment regarder de près les produits sucrés et tout, d'ailleurs le sucre on en parle de moins en moins, on parle plus l'écologie avance avec la viande et tout, on en parle de sucre, hein, comme si ça y est, le problème du sucre était réglé. Je pense que ça fait le bonheur de beaucoup d'industriels d'ailleurs, hein, les problèmes écologiques actuels avec la consommation de viande et tout, parce que du coup on parle plus de sucre. Mais on sort de l'équation la santé humaine, j'ai l'impression. Et j'aime bien également, vous savez, le discours des gens, oui, mais l'écologie, il faut penser à nos enfants, dans quel monde ils vont être et tout. Ouais, mais ils vont peut-être être dans un monde pas terrible, mais en même temps, on est en train de leur dire, ils vont peut-être pas y vivre vieux, parce que vu ce qu'on est en train de leur recommander de manger, donc c'est toujours bizarre. On pourrait peut-être essayer de trouver un équilibre entre faire avancer la nutrition humaine, et en même temps nutrition humaine santé, parce que j'ai l'impression quand même que les mesures qui sont en train d'être prises tendent quand même à peut-être favoriser l'écologie, donc c'est très bien, mais à détériorer la santé. En fait, on réagit encore en binaire, quoi. Et ça, c'est peut-être que ça sera un monde plus joli à regarder pour les futures générations si on commence à faire attention. Mais par contre, leur santé, dans quel état ils vont être, quoi? Est-ce que ça va être que des obèses ou que des... Enfin, je sais pas, mais c'est quand même étrange. Bref. Alors, selon une étude, grignoter des amandes améliore la santé intestinale. Donc, une poignée d'amandes par jour augmente considérablement la production de butyrate, un acide gras à chaîne courte qui favorise la santé intestinale. Donc, c'est des acides gras qui sont générés au niveau du système digestif. Alors, des chercheurs du King's College de Londres ont recruté 87 adultes en bonne santé qui mangeaient déjà moins que la quantité recommandée de fibres alimentaires et qui grignotaient des collations malsaines typiques, par exemple du chocolat et des chips. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les chercheurs. Donc je pense qu'ils n'ont pas dû galérer à trouver ces gens-là. Les participants ont été divisés en 3 groupes. Un groupe a changé ses collations pour 56 grammes d'amandes entières par jour. C'est pas mal 56 grammes d'amandes par jour entières. Ça fait, enfin c'est pas mal quoi. Et un autre pour 56 grammes d'amandes moulues par jour. Et le groupe témoin a mangé des muffins énergétiques comme témoin. Donc le procès a duré 4 semaines. J'aime bien comment la traduction écrit ça, le procès quoi. Donc les chercheurs ont découvert que le butyrate était significativement plus élevé chez les mangeurs d'amandes que chez ceux qui consommaient le muffin. C'est normal parce qu'il y a des fibres. Hein. Le butyrate est un acide gras à chaîne courte qui est principale source de carburant pour les cellules qui tapissent le côlon. Lorsque ces cellules fonctionnent efficacement, elles fournissent une condition idéale pour que les microbes intestinaux se développent, pour que la paroi intestinale soit solide et non perméable ou enflammée, et pour que les nutriments soient absorbés. Aucune différence significative n'a été observée dans le temps de transit intestinal entre le muffin, la poudre d'amande et les amandes. Donc le temps de transit, c'est en fait le moment entre lequel vous mettez le truc dans l'aliment, le moment entre lequel vous mettez l'aliment dans votre bouche, et le moment où il se retrouve au fond de votre cuvette. Donc ça, c'est le temps on va dire, de passage, la grande traversée, quoi. Voilà. Donc, par contre, le temps nécessaire pour que les aliments se déplacent dans l'intestin, mais les mangeurs d'amandes entières avaient 1,5 sel supplémentaire. Alors, je sais pas ce que ça fait, 1,5 sel supplémentaire par semaine par rapport aux autres groupes. Et c'est plutôt bien. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien se passer d'aller aux toilettes, mais c'est quand même bien d'y aller parce que ça permet d'évacuer tout un tas de résidus qui traîneraient dans le système digestif et qui, à moyen long terme, pourraient causer des problèmes de santé. On a vu quand même qu'il y a quand même une évolution des cancers colorectaux actuellement. Je pense que tous les professionnels de santé sérieux sont d'accord pour dire qu'une consommation assez élevée en fibres pourrait corriger une bonne grosse partie de ce problème et de cette épidémie de cancers colorectaux. Même si on faisait un peu abusé de dire épidémie, mais bon bref. Donc ces résultats suggèrent que la consommation d'amandes pourrait également être bénéfique pour les personnes souffrant de constipation.
Alors moi, je l'ai vérifié que c'est vrai que quand on mange beaucoup d'amandes, moi je sais pas, je les achète que complètes. C'est vrai que on n'est pas constipé quand on mange des amandes, hein, il n'y a pas de problème. Et voilà, donc pour les personnes qui sont constipées, essayez d'inclure, je sais pas, par exemple, si vous mangez de l'avocat le matin, c'est très bien. L'avocat, il y a un peu de fibres dans l'avocat aussi, mais essayez peut-être de faire du 50-50 avec des amandes pour votre teneur en acides gras. Déjà, ça vous permettra d'avoir une source autre de nutriments, mais également d'avoir justement cette quantité de fibres supérieure et cet ajout de bienfaits avec les acides gras à chaîne courte au niveau du système digestif. Donc les tests ont montré que la consommation d'amandes entières émoulues améliorait le régime alimentaire des gens ayant des apports plus élevés en acides gras monoinsaturés, en fibres, en potassium et d'autres nutriments importants par rapport au groupe témoin. Voilà. Donc vous pouvez aller lire dans l'intégralité cette étude, en tout cas ce rapport d'étude. Donc pour rappel, c'est fourni par King's College London et vous avez le lien comme d'habitude en note de cette émission. Allez, on passe à la suite. Transition culinaire, donc c'est un article que je vous ai... Alors je ne sais pas de qui il est. De qui est cet article? De Pauline Moulot. Donc vous allez voir, vous avez le lien également dans les notes de l'émission. Transition culinaire, agriculture et alimentation, comment mangera-t-on en 2050 ? Donc le but de l'article, alors pour atteindre la neutralité carbone en 2050, notre système alimentaire devra se transformer. Des chercheurs ont élaboré plusieurs scénarios, allant d'un mode de consommation frugale à un mode de l'hyperconsommation continue mais est compensé par des technologies vertes. Alors, j'ai surligné. D'un côté, la production mondiale va devoir doubler pour nourrir 9,7 milliards d'habitants d'ici 2050. Alors, je ne sais plus qui j'entendais dire ça, mais il y en a qui sont plutôt à l'inverse que cette surpopulation à cause des... Je sais plus si c'est à cause des pathologies naissantes ou je sais plus. Je crois que c'est même un philosophe qui en parlait. Bref. De l'autre, une transformation vers un système plus durable et respectueux de l'environnement devient indispensable alors que les crises se multiplient et que le dérèglement climatique s'accélère. En France, de nombreuses personnes ont basculé dans la précarité alimentaire depuis le premier confinement. Alors, au niveau gaspillage, surconsommation de protéines, conséquence de nos modes d'agriculture sur la planète, la communauté scientifique est unanime pour affirmer que des changements radicaux sont nécessaires. Vous voyez ce que je disais par rapport à l'article précédent, nous ne sommes pas actuellement là dans la santé humaine, puisque surconsommation de protéines, on ne parle pas de surconsommation de sucre. Pour moi, dans ma tête, le gros risque du tout écolo, et il faut faire quelque chose pour l'écologie, on doit faire attention, ok, mais il faut faire attention au discours tout écolo parce que c'est un peu comme à l'époque le discours tout végétarien ou tout vegan avec des gens qui se retrouvaient à bouffer que des plats transformés. Donc en fait, c'est des gens qui sont vraiment altruistes à mort, mais qui s'oublient. C'est-à-dire que ils négligent totalement leur santé pour la survie de la planète. Et je vous pose la question de savoir si c'est une bonne philosophie de vie, ça. Moi, à mon sens, non. Mais faut pas être 100% égoïste, mais il faut pas non plus penser qu'à la planète, quoi, parce qu'à un moment donné, on se néglige. Et voilà, quoi. Bon, bref. Concrètement, il faudrait s'orienter vers un régime plus végétalisé, avec moins de gaspillage, plus de bio, plus de fruits et légumes de saison, et en évitant autant que possible des aliments qui viennent du bout du monde. Résume Michel Duru, directeur de recherche et actuellement chargé de mission à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Donc les problèmes d'obésité sont en augmentation. On pourrait presque diviser par 2 notre consommation de produits animaux sans avoir aucun risque de carence en protéines et sans manger plus de légumineuses. Cette seule action réduirait significativement l'empreinte carbone de notre assiette. Donc on commence avec les problèmes d'obésité et après on met consommation de protéines et de légumineuses. Donc en fait, dans la même citation, on regroupe obésité et protéines quelque part. Il me semble que ce n'est pas les protéines qui sont responsables de l'obésité. En tout cas, si c'est le cas, ou alors c'est qu'ils se basent uniquement sur la surconsommation de calories et qu'ils se disent, bon, à l'intérieur de cette surconsommation de calories, qu'est-ce qui est le plus pénalisant au niveau écologique ?
Et donc, on va réduire ça. Mais sauf qu'il se penche peut-être pas sur les bons nutriments. Je fais partie de ceux qui disent que, en faisant attention à ce qu'on mange, tout en étant sportif, on consomme parfois moins de protéines qu'une personne qui ne fait pas attention. Et j'ai déjà expliqué mon raisonnement plusieurs fois, c'est que si vous observez bien une personne qui ne fait pas attention à sa diète, souvent elle mange beaucoup plus de sources de protéines que vous et moi. Parce que nous, globalement, on va avoir une source de protéines par repas. Des œufs ou de la viande ou du poisson. Voire des protéines végétales pour ceux qui font attention au truc animal. Là. Comment on appelle ça ? À la cause animale. Voilà. Mais par contre, une personne qui fait pas attention, qui va par exemple à la cantine du boulot, en entrée, elle va avoir parfois un peu de charcuterie avec un petit carré de beurre, puis après, le plat du jour, il y a toujours une protéine, une viande, un poisson ou quoi, ou alors même elle se donne bonne conscience en n'en prenant pas, mais bon, il va y avoir un truc pour compenser, et puis après, ça va être ou un morceau de fromage avec un yaourt, ou alors un fromage blanc. Donc souvent, la personne va avoir 3 sources différentes de protéines, ou alors tout simplement elle va avoir un produit avec à base de lait ou à base d'œufs préparés sur le plat principal, le plat le plat de résistance comme on disait avant, et donc elle va se retrouver à avoir beaucoup plus de sources de protéines différentes que nous. Et nous on est dans le viseur parce que nous ça se voit en fait. Quand je dis nous, c'est ceux qui mangent de la viande, du poisson, des œufs, etc. Bon, les œufs, je crois pas que ce soit dans le viseur trop, mais le poisson et la viande, oui. Pourquoi ? Parce que nous, ça se voit. Le morceau de viande, l'escalope de poulet, elle se voit dans l'assiette, alors que ça se voit pas forcément. C'est plus petit, c'est plus modeste. Mais je pense, parfois, que c'est à tort, puisque si on accumule toutes leurs sources de protéines par repas, ils mangent peut-être effectivement beaucoup de protéines, et peut-être trop par rapport à ce qu'ils sont, en fait. C'est-à-dire des personnes sédentaires qui n'ont pas une grosse masse musculaire. Bref, plusieurs instituts ont donc planché sur notre repas de 2050. Alors ça devient intéressant. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui a établi plusieurs scénarios permettant d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est notamment penché sur le volet de l'alimentation. Donc premièrement, jouer sur les régimes alimentaires en allant vers des régimes plus sains et plus vertueux pour l'environnement pour être gagnant-gagnant sur les enjeux de santé et d'environnement. Moi, je suis d'accord avec ça, pour être gagnant-gagnant. Détail Sarah Martin, en charge du volet alimentation de la prospective de l'ADEME. Donc l'ADEME, c'est justement l'acronyme de ce que je viens de citer tout à l'heure. On joue à la fois sur les quantités consommées et les répartitions des apports des produits végétaux et animaux. Deuxièmement, aller vers des productions agricoles à plus bas intrants, donc bio, agroécologie, et plus ancrées dans le territoire en faisant également évoluer la transformation. Et enfin, donc faisant évoluer la transformation. Donc on voit qu'on veut continuer à bouffer transformé, mais on veut le faire évoluer pour que ça soit sain. Alors qu'il le semble, selon des personnes assez sérieuses, que la transformation d'un aliment, donc sortir un aliment de sa matrice originelle, n'est pas bon par défaut en fait. Et enfin, diviser par 2 les pertes et gaspillages. Donc là, il y a beaucoup à faire, je pense, sur les pertes et gaspillages. Alors, je sais, il y a à boire et à manger là-dedans, et je peux comprendre les 2 points de vue, mais il y a quelque chose que j'ai jamais réussi à comprendre. Alors, je ne sais pas si c'est encore autorisé aujourd'hui, mais il y a quelques années, les supermarchés, les supérettes et tout, quand ils avaient des pertes, ils balançaient dans les poubelles les aliments restants et ils les aspergeaient de javel pour pas que ça soit utilisé par des personnes qui voulaient récupérer ça pour les consommer. Alors au début, je disais c'est salaud parce qu'ils veulent pas que ça soit cadeau et tout, mais en fait, j'ai compris que c'était autre chose parfois. Alors certainement qu'il y en a pour ça, mais c'est également pour pas que les gens tombent malades. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont obligation de donner à des banques alimentaires et tout, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'au niveau du gaspillage, il y a toujours une problématique parce que si vous l'autorisez, vous le rendez quasiment obligatoire. De recycler ça, il y a plein de gens qui vont dire non mais je viens pas acheter les trucs, moi j'attends qu'ils sortent les poubelles et je me sers quoi. Donc du coup il y a un manque à gagner pour le commerçant, et je comprends, il a pas envie, c'est normal, c'est son business, lui il paye son toit, il paye ses factures, il paye les études de ses enfants avec son petit commerce, il a pas envie que les gens mangent gratuit ce que lui a payé, c'est un petit peu logique. Et il me semble qu'aujourd'hui justement ça soit orienté vers des banques alimentaires, etc. Et ça c'est très bien. Donc
augmenter ça, mais je pense que le plus gros gaspillage, c'est peut-être pas les supérettes, c'est peut-être les individus, nous. Tous, on a tous du gaspillage. Enfin, je veux dire, moi, toutes les semaines, je gaspille des aliments. Je suis droit dans mes bottes quand je vous le dis. Je suis pas hyper vertueux. Bah oui, des fois, il arrive. J'ai sauté un jour, puis mince, la salade elle est cuite ou les tomates elles sont pourries. Bah, je me suis raté, quoi. C'est comme ça, et je pense que ça vous arrive aussi. Et c'est vrai que d'arriver à avoir des produits plus, alors pas qui tiennent plus longtemps parce que ça voudrait dire qu'ils sont transformés, mais peut-être en réduisant la distance, parce que c'est vrai qu'un aliment, entre le moment où, souvent ce sont les végétaux, hein, parce qu'on congèle pas les tomates, en général on peut congeler la viande, mais pas les tomates, quoi. Donc les végétaux, si on réduit le circuit, si la distance, le temps entre le moment où il est cueilli ou déraciné et le moment où il se retrouve dans votre frigo ou dans votre panier à fruits est court, et bien la durée chez vous, potentiellement en bonne santé de l'aliment, sera plus longue. Donc effectivement, faut peut-être jouer là-dessus. Donc manger local, c'est bien, mais il faut également avoir comment dire, quand on va chercher un aliment en fait sur une étale, on sait pas quand est-ce qu'il a été cueilli, quoi. Et même sur les marchés, on n'en sait rien. C'est ça le problème. Et que on sait pas si le lendemain il va être foutu ou pas, quoi. Bon, il y a un consensus scientifique pour dire qu'il faut jouer sur ces leviers pour aller vers une assiette durable. Globalement, on les retrouve partout, y compris dans les rapports du GIEC. Oui, je suis assez d'accord avec ça, mais on ne... Il y a beaucoup aussi qui... Alors là, ils redisent encore, les protéines sont encore dans le viseur. Pourtant, même en divisant par 3 la consommation de viande et par 2 les produits laitiers, les apports nutritionnels sont encore trop élevés en termes de quantité d'énergie et de protéines, insiste la chercheuse du CIRED. En fait, la problématique avec ça, c'est que à vouloir couper les protéines, les gens, ils vont quand même vouloir manger, hein. Donc, ils vont se retrouver à vouloir manger quelque chose. Et ce quelque chose, si on leur interdit de manger de la viande, des œufs ou du poisson, ils vont manger quoi ? Bah, ils vont manger des graisses et des sucres, hein. Donc voilà. Alors, enfin moi je suis pas naïf. Je crois pas en un monde où les gens vont manger avec parce que avec se rassasier par plaisir avec des haricots verts et de la salade. Ça, c'était ce qu'on faisait par obligation il y a des centaines et des centaines d'années, parce que justement, on ne trouvait pas de viande et de graisse et de sucre. Donc de fruits, d'animaux et de graisse. Bon, la graisse animale souvent. Quand on n'en trouvait pas, en fait, pour pas mourir de faim, on allait manger des végétaux. C'était pas par plaisir, c'était par défaut. J'ai du mal à penser qu'on arrive par plaisir à imposer ça à la population. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent oui, mais on n'aura pas le choix. Mais on n'aurait pas le choix peut-être, mais il faut peut-être, je sais pas. Enfin bon, bref. Si on baisse la quantité d'aliments dans l'assiette, moi c'est ça la question que je pose. C'est est-ce qu'on bouffe pas trop, tout simplement ? Est-ce qu'il n'y a pas trop à manger ? Sans parler de protéines et tout ça, mais juste est-ce qu'il n'y a pas trop à manger ? Il me semble que oui, puisqu'il y a des obèses partout. Mais bon, bref. Dans ce contexte, alors là, c'est là ils nous coupent tous la chic, hein, moi y compris. Dans ce contexte, on mange moins de viande, moins de fromage, mais aussi moins de cacao, de thé ou de café pour réduire l'impact dû au transport et à la déforestation importée. Ces produits n'ont pas besoin d'être consommés quotidiennement et devraient être réservés pour des moments festifs, le week-end ou des repas entre amis, relève Karine Barbier. Moi, je suis d'accord avec ça. Sauf que je suis accro au chocolat noir déjà, donc que le week-end ça m'ennuierait un petit peu. Le café ou le thé, c'est quand même des petits avantages sur la santé, mais surtout c'est un petit plaisir quotidien qui a pas trop d'impact et même pas du tout sur la santé. Moins de fromage, ok, ça je suis d'accord. Et moins de viande, je sais pas, que veut dire moins de viande ? Parce qu'en fait, moi de la viande, j'en mange pas à tous les repas et j'en mange même pas tous les jours. Donc est-ce que je suis déjà dans un bon réflexe ? Parce que est-ce que je peux comprendre que quelqu'un qui mange que des plats transformés, des lasagnes, des pizzas, des machins où il y a un coup des lardons, un coup de la chair à saucisse, un coup un peu de sauciflard, un coup du jambon. Donc tous les jours, à tous les repas, il y a un peu de viande. Et puis souvent, ce sont des gens qui disent « Ah, j'aime pas le poisson ». Donc ceux-là qui réduisent, ok. Mais celui qui mange une escalope de poulet tous les 2 jours et du bœuf un jour sur 5, est-ce que lui, il a besoin de réduire ou pas ?
Je vous pose la question. Je pense pas, en fait. Je pense que là, on est déjà dans la consommation modeste. On fait déjà un effort. Et j'ai l'impression que ceux qui vont faire attention, c'est ceux qui font déjà attention. Et puis il y aura toujours ceux qui diront c'est bon, faites attention, moi du coup je peux manger à ma faim, quoi, pour équilibrer. Mais bon, bref, là on arrive sur cacao et tout ça, donc en fait on va en revenir. Ce qu'ils veulent, c'est, on nous a mal habitués. Et je lisais un vieux bouquin, où dans un vieux bouquin il y avait un moment où c'était un vieux roman des années 50-60, ouais, où dedans il disait que le gars se faisait livrer à table, il commandait des crevettes avec de l'avocat, et c'était un plat de luxe. Bon, aujourd'hui, avocat crevette, c'est pas vraiment du luxe aujourd'hui. Je pense que beaucoup de personnes le consomment quand ils se font une petite salade plaisir comme ça, mais c'est pas un produit de luxe, quoi. Et peut-être que c'est ça le problème, justement. C'est que l'avocat, aujourd'hui, on le mange comme on mangeait une pomme avant, quoi. Et ça, effectivement, je pense que c'est un problème. Je crois qu'un 1 kilo d'avocat à produire, c'est une tonne d'eau, quelque chose comme ça. Donc, ouais, c'est problématique. Bref, voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Encore une fois, vous avez l'article dans son entièreté que je vous invite à lire pour voir si vous êtes d'accord ou pas. Moi, c'est juste de la réaction que je fais par rapport à ça, un point de vue très personnel. Juste une dernière citation, ils disent ainsi: les gros mangeurs de viande qui représentent aujourd'hui 25 à 55% de la population ne sont plus que 5% dans le premier scénario, et les Français observant un régime sans viande, qui sont aujourd'hui 2,2%, seront alors de 30%. Donc ça, c'est... Ah oui, parce qu'ils parlent d'un scénario futuriste où la cuisine à la maison serait vraiment quelque chose de très rare pour les fêtes, etc. Et qu'en fait, on mangerait beaucoup à l'extérieur, qu'on se ferait beaucoup livrer. Donc, mondialisation, américanisation, hein, puisque c'est le mode de vie que moi, je vous déconseille d'avoir. Hein. Je vous recommanderais toujours de cuisiner. Les produits animaux et l'alimentation animale représentent toujours une part importante de la production agroalimentaire, conjecture de l'apport, etc. Mais en fait, il parle d'aquaculture, d'élevage d'insectes, de viande de synthèse et d'autres sources de protéines alternatives se sont développées. Donc, dans le futur, hein, dites-vous que c'est un futur en 2050, etc. Ouais, écoutez, allez lire ça, et puis vous ferez votre propre point de vue sur ce sujet, quoi. Voilà. Alors, est-ce que vous faites 10 000 pas au quotidien ? Est-ce que vous les faites, vos 10 000 pas par jour ? Parce que tout le monde parle, il faut faire les 10 000 pas, il faut faire les 10 000 pas. Est-ce que vous les faites ? Alors, je pense qu'il y a 2 teams, il y a 2 équipes, même 3. Il y a ceux qui en ont rien à foutre et qui regardent même pas, qui sont sédentaires, c'est pas grave. Il y a ceux qui en ont quelque chose à foutre, mais qui ont un métier sédentaire. Donc, du coup, ils sont un peu blasés parce qu'ils se rendent compte qu'au quotidien, ils oscillent entre 2500, 3000 s'ils se forcent pas à marcher. Et puis, il y a les autres qui, eux, ont un travail un peu physique et par défaut, ils défoncent les 10 000. Des fois, ils sont même à plus que 10 000, 15 000, 20 000, etc. Donc, en fait, les 10 000 pas, déjà, faut vous dire une chose, faut savoir d'où ça vient. C'est pas du tout une recommandation santé à la base. C'est au XXe siècle, ceux qui vendaient des podomètres, ils se sont dit tiens, quel argument je pourrais donner de faire 10 000 pas par jour. Et comment on sait qu'il faut faire 10 000 pas ? Ah, comment on fait ? Vendez-moi ce stylo. Il vous faut un podomètre. Donc c'est un petit peu, c'est pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est le loup de Wall Street. Hein. On a créé un besoin. Parce qu'on vous a dit que 10 000 pas c'était bien, mais parce qu'à l'époque, je vous rappelle que milieu du 20e, il n'y avait pas d'Apple Watch ou de Fitbit ou de téléphone pour vous dire le nombre de pas que vous faisiez. Donc un podomètre, c'était révolutionnaire. Et quand on vous disait vous devez faire 10 000 pas pour être en santé, sinon vous allez mourir, comment je fais pour savoir combien j'en fais ? Donc au lieu de compter dans votre tête, il vous fallait un podomètre. Argumentaire de vente, parfait. Et en fait, ça vient de ça. Et ensuite, des études ont observé si oui ou non c'était bon. Donc, il s'est avéré que c'est pas forcément 10 000. Et c'est de ça que je voulais parler avec vous. Est-ce que c'est bon de faire 10 000 pas par jour ? Donc, pour qui ? On va nuancer. Est-ce que c'est bon pour vous, pour votre maman, pour votre papa, pour vos enfants ? Enfin, voilà, globalement, est-ce que vous êtes concerné par ces 10 000 pas par jour ? Donc, on va voir pourquoi 10 000 pas, quel est le nombre minimum de pas que vous devez faire, hommes et femmes, comment marcher pour rafraîchir son mental, la marche pour faire reculer une maladie, comment allier marche et musculation, la marche nordique versus marche standard. Donc vous aurez les notes en PDF et le cours en vidéo. Allez voir, c'est dans les notes de ce podcast, le lien pour accéder à ce cours que j'ai publié dimanche à 10h. Donc vous l'avez en accès streaming là directement. Et voilà. Donc bonne semaine à toutes et à tous, et on se retrouve tout de suite dans les notes ou la semaine prochaine pour un autre podcast. Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.